Villemur. Carrément, c'est un peu passé inaperçu, cette nouvelle-là. Bon, c'est l'été, il faut dire, mais le gouvernement fédéral a annoncé mercredi la suspension de la réception de nouvelles demandes d'immigration dans le cadre du programme des parents et des grands-parents pour 2026. Autrement dit, les demandes qui ont été faites quand vous êtes immigrant pour faire venir vos parents ou vos grands-parents et qui ont déjà été faites vont être traitées, mais on ne peut plus en faire parvenir d'autres pour l'année 2026. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression au gouvernement fédéral, puis je pense que c'est plutôt une certitude, qu'il y a eu, dans les années qui ont passé, peut-être un peu trop de demandes pour les capacités d'intégration du Canada. On en parle avec un avocat spécialisé en immigration, associé directeur de la firme Patrice Brunet Avocat. Patrice Brunet est avec nous. Bonjour. Bonjour. On s'y attendait un peu, là. C'est un programme qui bat de l'aile depuis plusieurs années, je dirais depuis 2020. On revient à 2020. Le gouvernement fédéral a décidé pour les parents et les grands-parents d'ouvrir des bassins d'intérêt. Donc, 200 000 personnes qui ont mis leur intérêt dans le bassin. Puis depuis 2020, il n'y a pas eu de nouvelles invitations. Donc, il y a eu quelques invitations, de rondes d'invitations de dizaines de milliers de personnes qui ont été invitées à soumettre leur candidature. Ces dossiers-là sont toujours en traitement. Il y a un inventaire important qui doit être réglé. Et donc là, le gouvernement fédéral a annoncé il y a 2 jours qu'il continuait la suspension de la réception des demandes. Donc, même les personnes qui ont été invitées là, l'an passé, s'ils n'ont pas déjà soumis leur demande, ils ne peuvent pas la soumettre parce qu'il y a une suspension de ces nouvelles demandes-là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand on regardait les chiffres, on disait qu'au 30 septembre 2025, donc ça c'est tout récent, il y avait un inventaire qui comptait 47 200 demandes de parents et de grands-parents qui sont en attente d'une décision. Donc, quelque part, on comprend pourquoi là, il y a comme une suspension. Dites-moi, pourquoi les grands-parents sont autorisés quand on parraine puis qu'on décide de faire venir ses parents, ses grands-parents? Là, on remonte quand même un peu plus loin, là. Oui, ben en fait, le programme de regroupement familial, ça fait partie de la loi, ça fait partie des objectifs du gouvernement de regrouper les familles. On parle ici des résidents permanents ou des citoyens canadiens qui ont de la famille à l'étranger. Donc, il y a 2 couches au regroupement familial. On parle de la famille nucléaire, là, les conjoints-conjointes. Donc, ça, c'est pas touché par l'annonce. Puis, oui, on parle des parents-grands-parents. Mm-hmm. Les parents-grands-parents... évidemment, les motivations peuvent être différentes. On veut prioritairement réunir les conjoints-conjointes rapidement. Mais les parents-grands-parents, eux, c'est plus un soutien affectif, mais aussi un soutien économique à la famille. Quand on a des jeunes enfants, ça peut être intéressant d'avoir des grands-parents qui sont à la maison, qui vont être à côté des enfants. Faut bien comprendre que dans le programme de parents-grands-parents, il y a un engagement financier des Canadiens qui vont parrainer leurs parents-grands-parents. Alors, il n'y a pas un poids économique à la société qui est important parce que quand ils arrivent, les parrains doivent s'engager pour pas qu'ils se retrouvent sur le système d'aide sociale, par exemple. Alors, mais ce qu'on voit, en fait... Mais ils s'engagent, et puis si on comprend l'idée, évidemment, là, tout le monde, pour des raisons, j'allais dire, logiques et même humanitaires, si quelqu'un fait une demande, a été accepté pour en immigration économique, on peut imaginer un père de famille de 35 ans qui a 2 enfants, il fait venir sa conjointe ou inversement. Ensuite, demande pour les parents, demande pour les grands-parents. Vous dites qu'il doit garantir quand même pour pas que ce soit un poids pour la société, mais si au bout de 2 ans, il n'est plus en mesure de subvenir aux besoins des grands-parents, ces personnes-là aussi ont besoin des services de santé et tout ça. Donc, quelque part, on comprend pour des raisons un peu humanitaires, mais quel est l'objectif de tout ça pour les Canadiens, au final, qu'il y ait des grands-parents qui, eux aussi, peuvent faire des demandes éventuellement de parrainage pour d'autres personnes? Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, on est en train d'élargir beaucoup le programme? Les grands-parents, à leur tour, pourraient pas parrainer d'autres personnes parce que les seules personnes qui pourraient parrainer, là, on parle de grands-parents qui pourraient avoir 60, 70 ans, ils pourraient pas parrainer leurs parents. Est-ce qu'ils pourraient parrainer des frères, des sœurs, ou les parents pourraient parrainer aussi, si c'est des parents, ils pourraient parrainer d'autres personnes? Si ce sont des parents, le parrainage, c'est le parrainage familial, le regroupement familial, c'est vraiment les conjoints-conjointes, les enfants mineurs, et les parents-grands-parents dont le programme est suspendu maintenant. C'est impossible de parrainer son frère ou sa sœur, sa tante, son oncle. C'est impossible. Dans l'arbre généalogique horizontal, c'est impossible. Okay. Sauf pour les conjoints.
Mais M. Donc, Brunet, la question c'est quoi l'avantage disons, pour la société canadienne de faire venir des grands-parents qui vont se ramasser dans le système de santé, qui vont être un poids? Tu sais, on l'entend beaucoup, mais il y a du vrai là-dedans, là. Ouais. C'est pas de l'immigration économique, là, non plus. Non, c'est ça. Puis, en fait, je pense que c'est une manifestation d'une évolution de la politique du gouvernement, justement, pour... Vous savez, moi, ça fait 35 ans que je fais de l'immigration. Quand j'ai commencé à pratiquer en 92, il y avait effectivement le regroupement familial où on pouvait parrainer son frère, sa sœur, son oncle, sa tante. Dans les années 90, ils ont aboli ça parce que la porte était ouverte trop grande, puis ils l'ont restreint à la famille nucléaire, mais aussi avec les parents, grands-parents. Maintenant, ce qu'on voit depuis 2020, c'est que je pense que la société canadienne est ailleurs. Ils ne considèrent plus que c'est une priorité de faire venir comme résidents permanents les parents, grands-parents. Et ils ont aussi, en même temps, instauré un programme qui s'appelle le Super Visa pour les parents et grands-parents qui fonctionne quand même relativement bien. Ce Super Visa-là permet aux parents et grands-parents d'avoir un visa pour une période de 10 ans. Puis ils peuvent rester au Canada jusqu'à 5 ans sans interruption, justement pour s'occuper des petits-enfants et tout ça. Mais il faut bien comprendre que ça leur donne un statut de visiteur. Ils n'ont pas le droit de travailler quand ils sont au Canada et ils ne sont pas inclus dans le système de santé canadien non plus. Ils doivent avoir une assurance maladie qui est privée. Alors, je pense que c'est une manifestation de où la société en est rendue en termes d'expression de la politique. J'ai pas vraiment une grande critique sur ça. La seule critique que j'aurais, c'est peut-être de demander au gouvernement fédéral d'être clair dans ses intentions. Là, ici, on parle d'un programme qui existe toujours, mais qui est suspendu pour une deuxième fois. Il a été suspendu aussi l'année dernière. Alors, dites les vraies affaires. Si vous voulez l'abolir, le programme, utilisez les mots pour le dire, mais le suspendre puis garder les gens dans l'espoir que peut-être il va revenir un jour, ça devient difficile à gérer. Oui, tout à fait. Donc, c'est le message, il y a un peu de confusion, il y a des gens qui attendent, il y a de la frustration aussi quelque part. Vous, comme vous êtes avocat qui est spécialisé justement en immigration, qu'est-ce qui a changé là, depuis 2 ans, on va dire, là, puis notamment depuis l'arrivée de Carney concrètement dans votre pratique et dans les grandes orientations? Là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a 2 heures devant nous? Ou On a 2 minutes. 2 minutes, mettons. En 35 ans de carrière, là, j'ai jamais vu autant de modifications en peu de temps. Pas seulement avec le gouvernement Carney, ça a commencé avec le gouvernement Legault également au niveau provincial. Mais ce qu'on voit, c'est une continuation de la restriction sur les politiques d'immigration. On a vu que après la pandémie, les portes ont été élargies pour la résidence permanente. On a ouvert la capacité jusqu'à 500 000 par année. Maintenant, Carney a annoncé il y a quelques mois qu'il allait, à l'automne dernier en fait, qu'il allait réduire graduellement pour revenir au niveau d'avant la pandémie à 385 000 par année. Donc tout ça, c'est conséquent aussi. Les politiques qu'on voit, c'est conséquent. Les autres choses qu'on a vues, ça affecte plus l'économie, c'est les réductions de travailleurs étrangers puis de IMT. Donc les réductions d'études d'impact sur le marché du travail là, pour les emplois à bas salaire. Puis bas salaire, c'est en bas de 36 $ de l'heure. C'est pas nécessairement du gros bas salaire. Mais ça affecte beaucoup d'entreprises. Mais je veux pas vous étourdir là, avec tous les changements, mais il y a eu beaucoup de changements. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont à venir également. Il y a des élections au Québec en octobre. On va voir avec le nouveau gouvernement quelles seront les nouvelles orientations en termes de CSQ. On parle du PEC qui a été réouvert, mais qui a été réouvert avec une version très, très modifié de ce qu'il était avant. Moi, ma lecture, M. Brunet, c'est que quand c'était le Québec qui changeait sa façon de voir les choses, au Canada, on restait quand même attaché à une autre façon d'approcher la question de l'immigration. Puis quand, au Canada anglais, on s'est mis un petit peu à ressentir les mêmes affaires qu'au Québec et que les politiques publiques se sont mises à changer aussi. Là, le Canada a fait, bon, ben là, écoutez, là, on saisit le message au fédéral. Est-ce que c'est votre lecture? Oui et non, c'est un grand pays, le Canada. Il y a aussi des impératifs en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario. Mais c'est sûr que les portes ont été trop grandes ouvertes. Moi, c'était ma lecture, qu'à 500 000 résidents permanents, il y aurait eu un certain ressac, puis c'est arrivé quand même assez vite. On l'a vu au Québec aussi, avec la fermeture du chemin Roxham, qui faisait qu'on recevait beaucoup de demandeurs d'asile proportionnellement aux autres provinces. Donc ça aussi, ça a créé des discussions entre le fédéral puis le provincial.
et aussi dans la société. On a eu des conversations par rapport à ça. Mais ce qui est important de comprendre, puis pendant la pandémie aussi, il y a eu un élargissement des politiques d'immigration. Mais après ça, il y a eu des restrictions. Puis ma critique auprès du gouvernement, c'est on peut pas traiter les élargissements comme les restrictions de la même manière. On peut élargir en faisant une annonce qui prend effet tout de suite, mais quand on restreint, ça prend une prévisibilité d'annonce pour que les entreprises puissent se préparer pour, par exemple, gérer leur main-d'œuvre. Et pour le PEC, la même chose, pour planifier sa résidence permanente. Donc, la restriction devrait être faite de façon graduelle, avec des annonces, mais quand elle est faite sans préavis, ça crée beaucoup de détresse humaine. Mm-hmm. Merci beaucoup, Patrice Brunet. Moi, je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, les avocats en immigration défendent... sont très critiques, décritiques à l'endroit de l'immigration, mais je pense que là, les années avancent puis les perspectives changent. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Patrice Brunet, avocat donc, spécialisé en immigration.